Comment une situation de burn-out peut anéantir une entreprise juridiquement? Aujourd'hui, je vais vous parler d'une situation que l'entreprise n'a souvent pas vu venir. Une directrice administrative, 41 ans, 14 ans d'ancienneté, performante, loyale, investie, un matin, elle s'effondre dans les toilettes. Crise de larmes, tremblement, incapacité à reprendre le travail. Diagnostic, burn-out sévère, 6 mois d'arrêt, 2 ans plus tard, maladie professionnelle reconnue, faute inexcusable de l'employeur retenu, condamnation à plus de 180 000 euros. Pour une entreprise de 40 salariés, c'est une blessure financière qui ne se referme pas. Et l'employeur dans cette affaire n'était pas un patron brutal. C'était un dirigeant qui avait simplement ignoré les signaux. Aujourd'hui, je vous explique quels sont ces signaux et comment ne pas être dans cette situation. Première chose à comprendre, le burn-out n'a pas de tableau de maladie professionnelle en droit français. Il n'est pas listé. Il n'est pas automatiquement reconnu. Alors, vous pensez, on est protégé? Non, c'est exactement l'inverse. En France, il existe 2 voies de reconnaissance d'une maladie professionnelle. La voie des tableaux, automatique si les conditions sont remplies, et la voie hors tableau, via ce qu'on appelle le CRRMP, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. C'est cette deuxième voie qu'emprunte le burn-out, et depuis une décennie, les CRRMP l'empruntent de plus en plus souvent. 2 critères doivent être réunis. Un taux d'incapacité permanente partielle, on appelle ça IPP, d'au moins 25%, et un lien direct et essentiel avec l'activité professionnelle habituelle. Ce taux de 25% ferme beaucoup de dossiers, mais les médecins conseils le franchissent de plus en plus, notamment dans le cas du burn-out sévère avec dépression associée, troubles anxieux chroniques, inaptitude médicale. Mais le burn-out n'arrive jamais seul. Il arrive dans un contexte. Pression managériale, objectifs inatteignables, humiliation répétée, isolement progressif. Un contexte qui peut très vite ressembler à du harcèlement moral. Et là, c'est un deuxième front juridique qui s'ouvre. Le mécanisme le plus redoutable pour une entreprise dans un dossier de burn-out, c'est la faute inexcusable de l'employeur. L'employeur paye à vie. Elle trouve sa source dans les célèbres arrêts amiantes de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 28 février 2002, qui ont consacré l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur à l'égard de chaque salarié. Une obligation qui s'étend sans ambiguïté aux risques psychosociaux. La faute inexcusable est caractérisée dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Aurait dû avoir conscience. Ce n'est pas seulement l'employeur qui savait, c'est aussi celui qui aurait dû savoir s'il avait exercé correctement ses obligations. Dans un arrêt du 8 novembre 2012 de la deuxième chambre civile, un infarctus dû à une surcharge de travail imposée par la politique de l'employeur. La faute inexcusable a été reconnue. Les conséquences sont doubles et cumulatives. D'abord, la majoration de la rente versée aux salariés en cas de maladie professionnelle, majorée jusqu'au maximum légal, remboursée par l'entreprise à la CPAM chaque année à vie. Ensuite, la réparation intégrale des préjudices personnels, souffrances physiques et morales, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, préjudice esthétique. Faites le calcul. Un salarié, 38 ans, 30% d'IPP, rente sur 30 ans majorée au plafond, préjudice personnel incluant des séquelles psychiatriques graves, vous pouvez dépasser les 250 000 à 300 000 euros de condamnation. Sans plafond, sans barème Macron. Mais le burn-out ouvre aussi un deuxième front, le harcèlement moral. L'article L1152-1 du Code du travail, bien connu par les juristes, définit le harcèlement moral comme des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible d'altérer la santé physique ou mentale du salarié. Ce mot « effet » est capital. Il signifie que l'intention de nuire n'est pas requise. Un manager convaincu d'être un bon manager peut être reconnu harceleur moral si ses agissements ont eu pour effet de dégrader la santé du salarié. Pour la preuve, la Cour de cassation a posé un principe qui protège massivement les salariés. Il suffit que les salariés présentent des faits laissant présumer le harcèlement, c'est à l'employeur de prouver que ces agissements n'en sont pas constitutifs. Renversement de la charge de la preuve. Cas typique concret, un manager fixe des objectifs inatteignables, il envoie des emails à 23h, il recadre son collaborateur devant toute l'équipe, il modifie les missions sans avertissement. Rien de spectaculaire, pas de menaces physiques, pas d'insultes. 6 mois plus tard, burn-out. Le salarié constitue un dossier avec email nocturne, témoignages de collègues, évaluation contradictoire, certificat médical détaillé, résultat, harcèlement moral reconnu, licenciement ultérieur sans cause réelle et sérieuse. Dommages et intérêts hors barème. Il y a 5 erreurs des DRH face au burn-out. Erreur numéro 1, ignorer les signaux faibles. Arrêt répété, alerte du médecin du travail, demande de changement de poste non traité. Chaque signal ignoré devient une preuve que l'employeur aurait dû savoir. C'est le cœur de la faute inexcusable. Erreur numéro 2, licencier pendant ou juste après le burn-out.
La tentation est forte, le salarié est absent, le poste est vacant, la situation bloque. Mais licencier dans ce contexte nourrit directement un dossier de harcèlement moral ou de licenciement nul. Le timing est un élément que les juges analysent. Erreur numéro 3, ignorer les préconisations du médecin du travail. Le médecin du travail est un allié sous-utilisé. Ses préconisations d'aménagement de poste, de mi-temps thérapeutique, de changement de mission, si elles sont suivies et documentées, elles protègent l'employeur. Si elles sont ignorées, elles constituent une faute supplémentaire. Erreur numéro 4, valoriser la pression comme culture managériale. Il existe des entreprises où l'intensité est valorisée, où être dépassé est un signe d'engagement. Cette culture managériale peut être légalement toxique. La limite entre exigence et harcèlement est tracée par le juge, pas par les DRH. Erreur numéro 5, avoir un DUERP sans risques psychosociaux. Qu'est-ce que c'est? Le document unique d'évaluation des risques professionnels, DUERP, doit inclure les RPS depuis le décret du 5 novembre 2001. La loi du 2 août 2021, pour renforcer la prévention en santé au travail, a ensuite élevé le DUERP au rang législatif. Et le décret du 18 mars 2022, pris en son application, a précisé que l'obligation de mise à jour annuelle s'impose aux entreprises de moins de 11 salariés. Un DUERP sans RPS, c'est une infraction. Et en cas de litige, c'est la preuve que vous n'avez rien anticipé. Il y a 4 décisions concrètes à prendre dès à présent. La première, auditez votre DUERP. Est-il à jour? Contient-il une analyse des risques psychosociaux par poste et par service? A-t-il été mis à jour après la loi de 2021? Si ce n'est pas le cas, c'est la priorité absolue. Deuxième chose, formez vos managers au droit. Pas une formation bien-être générique. Une formation précise sur ce qu'est le harcèlement moral en droit. Quel comportement expose l'entreprise? Comment gérer un collaborateur en difficulté sans créer un risque juridique? Et documenter cette formation. Troisième action, créer un processus d'alerte interne. Un référent RPS, un canal de signalement, une procédure d'enquête interne. Pas pour la communication, pour votre protection juridique. Un dispositif d'alerte en place et utilisé est un bouclier en cas de litige. Enfin, quatrième chose, gérer les retours d'arrêt longs avec méthode. Visite de pré-reprise, aménagement de poste, temps partiel thérapeutique. Utilisez ces outils systématiquement. Un retour raté après un burn-out produit souvent une rechute. Et une rechute dans ce contexte, c'est un dossier 2 fois plus lourd. Le burn-out, mais aussi le licenciement et la rupture conventionnelle, ce sont 3 situations que chaque DRH va rencontrer dans sa carrière. 3 situations où l'erreur peut coûter des dizaines ou des centaines de milliers d'euros. Ce qui les réunit, la prévention, la documentation et l'anticipation. Les entreprises qui gèrent bien ces risques ne sont pas celles qui ne les rencontrent jamais. Ce sont celles qui ont pris les bonnes décisions avant que ça explose.